Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Cette semaine, on s'intéresse à la microfinance à l'occasion de la remise des prix de Planète Finance le lundi 5 décembre à des hommes et des femmes micro-entrepreneurs du monde entier. La microfinance est-elle toujours l'arme qui fait reculer la pauvreté ? On parlera aussi bien sûr de la crise de la dette. L'euro risque de disparaître avant Noël. Ce sont les mots de Jacques Attali, économiste, président justement de Planète Finance, auteur de nombreux livres qui gouvernent le monde chez Fayard. Il est notre invité. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, Microfinance, c'est 1300 collaborateurs dans 80 pays. Lundi 5 décembre, il y a donc cette cérémonie de remise de prix, International Microfinance Award, qui a lieu donc au musée du Louvre, qui récompense des hommes et des femmes micro-entrepreneurs. La microfinance, Jacques Attali, a-t-elle fait ses preuves, d'après vous, comme moyen de lutte contre la pauvreté ? Qu'est-ce qui vous frappe cette année par rapport aux autres années ? Oui, la microfinance, c'est à peu près 180 millions de bénéficiaires dans le monde. Nous, Planète Finance, nous sommes en effet une organisation qui couvre 80 pays du monde entier pour la soutenir, parmi beaucoup d'autres acteurs. Mais c'est un outil qui a évidemment fait ses preuves, qui, avec l'éducation et la démocratie, est le moyen principal de lutte contre la pauvreté. Toutes les études qu'on peut faire à travers le monde montrent que la microfinance, lorsqu'elle est bien gérée, parce que comme toute chose, elle peut conduire à des catastrophes si elle est mal gérée, est un moyen très efficace de promotion, de dignité, de sortie de la charité aussi. Mal gérée, ça peut être le cas lorsque on pousse au surendettement. On a parlé beaucoup d'ailleurs des scandales dans l'Andhra Pradesh en Inde, c'est parce où il y que avait c'est une pas de série la de suicides. C'est des suicides sont parce faits que par la des population était surendettée. Oui, justement parce qu'ils n'utilisaient pas la microfinance. Ils utilisaient des usuriers qui se faisaient passer pour de la microfinance. Donc là, on est dans l'usurpation. Dans l'usurpation, ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Et un des rôles de Planète Finance, qui fournit de l'assistance technique, du financement, des crédits, de l'assurance, qui travaille un peu partout dans le monde, c'est justement de garantir la qualité de la microfinance. Et aujourd'hui, c'est clair. Nous sommes passés en 10 ans, depuis que Planète Finance a commencé, de 7 millions de micro-entrepreneurs à 180. Nous allons aller vers 600 millions de micro-entrepreneurs qui, avec leur famille, ça fait 2 milliards au moins de personnes, a un vrai potentiel significatif d'influence sur la réalité du monde. Parce que ce qui s'est passé en Inde, justement, c'est qu'un ensemble d'institutions de microfinance avait pullulé, puisque d'après ce que je vois, on est passé de 250 000 bénéficiaires de microfinance à 9,7 millions fin 2010. Il ne faut pas dire pullulé, avait grandi, c'est un signe positif. Oui, mais du coup, bien grandi, mais en même temps, comme vous disiez, l'envers du décor, c'est qu'il y a eu... Il n'y a pas un envers du décor. Il y a eu, dans certaines régions très particulières, vous avez cité l'Andhra Pradesh, des gens qui se sont appelés microfinance alors qu'ils n'en étaient pas. C'est pas l'envers du décor. Donc faut-il remettre de l'ordre ? Enfin, comment justement mieux gérer cette microfinance dans chaque pays, chacun fait comme il doit le faire, avec des réglementations, et nous aidons à mettre en place ces réglementations. Il faut des centrales de crédit, il faut éviter que les gens se surendettent. J'ai dit souvent que ce qui s'était passé aux États-Unis avec la crise financière, c'était de la microfinance mal gérée, avec les subprimes qui est de la microfinance, puisqu'il s'agit de crédit aux pauvres. Mais évidemment, ce n'est pas de la bonne microfinance, puisqu'il s'agissait dans ce cas-là... Et en plus, vous parlez des États-Unis, alors dans les pays justement comme l'Inde, où là, c'est encore plus compliqué de gérer... Oui, non. Je pense que ça se développe maintenant très bien. Et vous avez des institutions extrêmement efficaces en Inde ou ailleurs qui développent très bien la microfinance. Nous travaillons en Inde de façon très, très sérieuse et très efficace, avec des interlocuteurs extrêmement sérieux. Il y a d'extrêmement bonnes institutions de microfinance en Inde. Mais ce n'est pas seulement ce pays, il y a d'autres pays aussi où il y a eu des excès comme dans toute activité humaine. Mais c'est un outil formidable, en particulier, on le voit aujourd'hui dans toutes les régions du monde où il y a des problèmes d'emploi, en particulier aux sorties de la révolution, je pense en particulier au monde arabe, où la microfinance est un outil extraordinaire de création rapide d'emplois. Au Maroc, par exemple, elle se développe Oui, elle se développe très bien. Au Maroc, il y a une quinzaine d'institutions microfinance. Il y a eu aussi une période où il y avait des risques du surendettement, mais qui ont été très bien maîtrisés. Et c'est un outil formidable. C'est même le pays au monde où les institutions de microfinance sont, en proportion de la population, les mieux gérées, les mieux développées. Et le Maroc est un modèle. Nous y travaillons depuis 10 ans. Donc une arme de lutte contre la pauvreté toujours. Alors sur la crise de l'euro, vous avez dit que l'euro risquait de disparaître avant Noël. Pensez-vous tout de même qu'il y a une chance qu'on trouve un accord le 9 décembre lors du Conseil européen ? Je n'imagine pas une seconde que l'euro disparaisse. C'est en effet une possibilité. Si toutes les cartes se retournent du mauvais côté, je ne dis pas que l'euro aura disparu à Noël, je dis que l'engrenage qui y conduit aura été déclenché. Si il n'y a pas d'accord le 9 décembre, si la Banque centrale ne fait pas son travail, si
les pays concernés comme l'Italie, la France, la Grèce et d'autres ne mettent pas de l'ordre dans leurs finances, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, oui, on ira vers la fin de l'euro progressivement. Mais je n'imagine pas la Banque centrale ne faisant pas ce qui est de son devoir, c'est-à-dire racheter de la dette. Racheter de la dette sur le marché secondaire, de la dette d'État sur le marché secondaire. En l'annonçant une fois pour toutes de manière... Non, je pense que le mieux c'est qu'elle ne l'annonce pas, qu'elle le fasse. Elle le fait d'ailleurs, entre toutes petites proportions, mais si la Banque centrale, il ne s'agit pas pour elle d'acheter de la dette directement aux États, ça c'est pas possible, c'est contraire au traité, c'est pas souhaitable, mais qu'elle rachète sur le marché secondaire la dette des États aux banques, ça permettrait de recréer de la liquidité. C'est la solution à court terme, ça. Oui, c'est une solution de liquidité, c'est pas une solution de solvabilité, ça donne du temps de mettre de l'ordre par ailleurs, parce qu'évidemment, si on fait que ça, c'est une prime au laxisme. Il ne faut évidemment pas faire que ça. Mais ce que ne souhaitent pas les Allemands, en fait. C'est ce qu'ils craignent, non ? Mais les Allemands, il ne faut pas tout mélanger. Ou la Banque centrale est indépendante, et alors les Allemands n'ont pas leur mot à dire, ou la Banque centrale n'est pas indépendante, et alors on sort du traité de Maastricht. La Banque centrale est indépendante, et elle n'a pas écouté les Allemands davantage que les Français. Et j'espère qu'elle n'écoute pas les Allemands davantage que les Français. Pensez-vous qu'on va évoluer vers une Europe à plusieurs vitesses ? On commence à en parler, une Europe peut-être à 6 ou 7, avec certains pays du Nord, peut-être l'Italie, et une union fiscale, et puis l'autre Europe. Il y a déjà une Europe à plusieurs vitesses. Nous sommes en très grande vitesse d'intégration entre la France et la Grande-Bretagne en matière militaire, que personne ne sait ou ne dit assez. Nous avons une intégration beaucoup plus grande à certains pays quand on a fait Schengen. On a commencé Schengen à 2 avec l'Allemagne, puis ensuite on a grandi. Je crois que le modèle d'intégration tel qu'il s'est fait pour Schengen ou pour Erasmus, c'est-à-dire on commence à quelques-uns et puis qui même me suivent, est un bon modèle pour l'intégration. La réalité, c'est que l'Europe fédérale est inévitable, souhaitable et un formidable outil de croissance pour chacun de nos pays, sans abandon de souveraineté évidemment. Donc ça veut dire un budget commun, à condition qu'elle soit entre pays ayant la même monnaie. Voilà. Ça veut dire à la place, non pas à la place des budgets nationaux, qui resteront évidemment des budgets nationaux, un budget commun, mais qui existe déjà. Il y a un budget de l'Union européenne. Il faut simplement un peu plus de ressources pour pouvoir créer les conditions d'avoir les moyens d'emprunter, non pas emprunter pour le plaisir d'emprunter, mais donc pour les eurobonds. Les eurobonds qui sont absolument nécessaires pour remplacer ce que la Banque centrale fera de façon intérimaire et pour créer les conditions d'une croissance. Parce que si on met simplement des pays en récession, on arrivera à une catastrophe. Et ce n'est pas les portes ouvertes à plus de dettes que craignent encore une fois les Allemands, les eurobonds. D'abord, il faut prendre conscience que l'Europe, l'étage fédéral n'a pas de dette. Donc plus de dette, pourquoi pas, puisqu'on n'a pas de dette. Donc c'est pas mauvais en soi. La dette n'est pas tragique. La dette, c'est bien quand vous empruntez, ou je ne sais pas si vous avez jamais eu à le faire, mais pour acheter un logement, comme font la majorité des Français, c'est pas une mauvaise dette. Quand une entreprise emprunte pour acheter une machine, c'est pas une mauvaise dette. Donc il ne faut pas diaboliser la dette. La dette n'est bonne tant qu'elle sert à acquérir un bien réel et surtout un bien générateur de revenus. Il faut un gendarme et des contreparties. Il faut simplement que même les parlements eux-mêmes se rendent compte que la démocratie, ça ne consiste pas à faire n'importe quoi. La démocratie, ce n'est pas la liberté totale qui consiste à doubler les dépenses publiques et supprimer les impôts, par exemple. C'est absurde. Donc forcément, la démocratie, c'est l'exercice de la liberté sous contrainte de rareté. Donc on pourrait avoir un impôt européen, d'après vous, Jacques Attali ? Il y a aujourd'hui des contributions des États. Il faudrait un transfert de TVA à l'Europe, ou à mon avis plutôt à l'eurozone, qui permettra à l'eurozone, dotée d'une ressource qui ne serait pas une contribution des États, mais une ressource propre, que les États ne pourraient plus remettre en cause, d'être un emprunteur de premier rang. Mais ça veut dire renforcer les pouvoirs du Parlement européen également ? Puisque le Parlement l'impôt européen va avec le Parlement. Oui, vous avez raison, mais ce serait une sous-partie du Parlement européen, puisque ce sera seulement les parlementaires des pays de l'eurozone. On parle aussi d'y associer les commissions des finances des parlements nationaux, ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisqu'ils ont leur mot à dire évidemment dans les budgets. On va vers ça, sans aucun doute. On va vers ça, donc transfert de souveraineté. Pensez-vous que le FMI... Il vaut mieux une transfert de souveraineté entre nous qu'un transfert de souveraineté au marché. Pensez-vous que le FMI risque d'intervenir en Italie ? On parle d'un plan, mais évidemment l'institution a démenti. Est-ce que c'est une possibilité ? Si la Banque centrale ne fait pas son devoir, il faudra trouver l'argent ailleurs. Je pense que la solution du FMI serait très mauvaise, parce que ça voudrait dire que quelqu'un d'autre encore se mêle de nos affaires, à nous, Européens, et qu'on aurait été incapable de les régler. Mais d'expédient en expédient, on finira par penser qu'il y a des bonnes solutions. Bonne solution ? Et celle que j'ai dite. La Banque centrale d'abord, les eurobonds ensuite, le fédéralisme de contrôle budgétaire et ensuite un grand projet européen. Tout ça est possible. Il suffirait d'avoir des hommes d'État. Sinon, c'est effectivement le FMI qui interviendra en Europe. Le FMI, c'est possible, mais il n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, le FMI n'a pas les ressources.
Donc le FMI est encore en train de faire la manche à travers le monde pour trouver de quoi financer sa propre augmentation de capital. Donc il faut faire attention à ce qu'on laisse espérer. Merci beaucoup Jacques Attali. Merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie et restez avec nous sur France 24.